Bonjour, aujourd'hui on va parler du discours de la méthode par Descartes paru en 1637. Mais avant tout, n'oubliez pas de laisser des commentaires en bas et de vous abonner pour plus de vidéos à venir. Avant de parler de la méthode en tant que telle proposée par Descartes, il faut bien connaître toute la situation qui l'entoure, c'est-à-dire l'éducation qu'il a reçue par le courant scolastique. Ce courant scolastique enseigné dans l'université de la Flèche, dont Descartes a suivi, cette éducation propose une logique aristotélicienne, à savoir le syllogisme. Le syllogisme est une structure logique qui est composée en trois temps. D'abord, les prémices, par exemple A. Je vais donner un exemple, ce serait tous les hommes sont mortels. Ensuite, d'une deuxième prémisse, si je reprends mon exemple, Socrate est un homme. Et on arrive à un troisième moment qui est la conclusion. Donc, puisque tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça, c'est une structure de syllogisme. Or, c'est essentiellement cette structure logique que Descartes a reçue. Et c'est cette structure-là que Descartes réfute dans sa méthode, car pour lui, cette structure logique n'aboutit à aucune nouvelle conclusion. En effet, on peut bien voir que, en quelque sorte, la conclusion arrivée à la fin de cette démarche était déjà contenue dans les deux premières prémices. Donc, c'est juste une logique qui pourrait élucider quelques concepts, qui pourrait clarifier des termes, mais qui ne pourrait jamais vraiment aboutir à une nouvelle connaissance. Ainsi, Descartes dit qu'il a été déçu par tous ses cours, excepté ses cours de mathématiques. Et en effet, c'est pas mal la seule chose qu'il va vraiment retenir de toute son éducation. Et en fait, il va vouloir renverser les priorités aristotéliciennes, car pour Aristote, la physique était première et ensuite la mathématique. Or, pour Descartes, la mathématique doit être première, car elle a une vérité absolue, elle a une certitude épistémologique. Donc, les règles de la méthode sont basées principalement sur les mêmes règles en mathématiques, dans la méthode géométrique par exemple. Dans l'œuvre Discours de la méthode, Descartes propose 4 règles pour une méthode qui pourrait aboutir, une méthode que si on suit bien chaque étape, on aboutirait à une science qui est certaine. Car en fait, le but de Descartes, c'est de fonder une science solide, certaine, et non comme à son époque où est-ce que essentiellement la philosophie consistait à rentrer dans une aréna de combat où n'importe qui disait n'importe quoi sur n'importe quel sujet, et ainsi on faisait à peu près juste un combat d'arguments où honnêtement, selon Descartes, on ne prêtait pas énormément d'attention sur les validités d'arguments. La première règle pour Descartes, c'est l'évidence. Donc, on doit prendre pour fondement de tout notre raisonnement quelque chose qui est complètement évident. Par évident, il veut dire quelque chose de simple, de clair et de distinct. La clarté et la distinction sont les deux critères épistémologiques pour n'importe quelle vérité, selon Descartes. Et à la fin de la vidéo, je vais expliquer davantage quelles sont vraiment toutes les implications de la clarté et de la distinction. Mais autrement dit, l'évidence peut être atteinte par n'importe qui raisonne bien. Donc n'importe quelle personne normale qui raisonne effectivement pourrait bien voir l'évidence sans problème. En fait, ça reprend la pensée de la Renaissance qui suggérait que n'importe qui pouvait être un génie, entre guillemets. Et par là, bien sûr, ce n'est pas que tout le monde est extrêmement intelligent, mais plutôt que tout le monde peut bien raisonner et que ça ne prend pas un génie pour philosopher. Ensuite, la deuxième règle pour une bonne méthode, c'est l'analyse. C'est-à-dire qu'on doit prendre, à chaque fois qu'on est en face d'un problème assez compliqué, Descartes nous propose donc en premier de repérer les évidences et ensuite de diviser le problème en ces évidences-là. Donc, par exemple, on a un théorème, bien, on doit retourner aux axiomes qui fondent ce théorème. Ainsi, à partir d'un problème très complexe, on le divise en des problèmes plus simples
jusqu'à atteindre des évidences absolues. Et ensuite vient la troisième étape qui est la synthèse, c'est-à-dire de refaire le chemin inverse. À partir de ces évidences, on reconstruit pour réatteindre le problème initial. Et enfin, la quatrième étape, c'est la complétude. Autrement dit, Descartes dit juste qu'on doit bien s'assurer que toutes les étapes ont été bien suivies, qu'il n'y a eu aucune erreur de jugement, aucune erreur de raisonnement, et juste s'assurer que tout fonctionne très bien. Et donc, c'est juste, on pourrait dire que c'est juste une revérification du cheminement parcouru. Donc, je vais revenir sur les critères épistémologiques qui fondent l'évidence, c'est-à-dire une idée claire et distincte. La clarté s'oppose à l'obscurité. Lorsque Descartes propose qu'une chose doit être claire, c'est juste quelque chose qui soit donné immédiatement. C'est lorsque je peux immédiatement me représenter un objet adéquatement. Par exemple, il va donner l'exemple, par exemple, je pourrais donner l'exemple, une perception actuelle, par exemple, si je vois cette lumière, mais cette lumière, c'est pas seulement parce que c'est une lumière, mais c'est une lampe, à vrai dire. Donc cette lampe-là, pour moi, elle est claire. Je me la représente immédiatement, je la vois immédiatement, clairement. Et au contraste, une idée qui sera obscure, ce serait par exemple un souvenir. Le souvenir, oui, j'ai une idée, mais elle est vague, elle est obscure, elle n'est pas très claire, justement. Ensuite, le deuxième critère épistémologique, c'est la distinction. La distinction qui s'oppose à la confusion. Une idée peut être claire sans être distincte. L'exemple que donne Descartes, c'est la douleur. En fait, je peux avoir mal au bras, j'ai une perception, une idée, une représentation claire de ma douleur au bras. Je sais que j'ai mal quelque part ici, et en fait, la douleur m'est très vive. Par contre, elle n'est pas distincte, elle est confuse, parce que je pense bien qu'elle est quelque part ici, mais c'est justement, je pense qu'elle est autour de ma douleur, mais en fait, si ma représentation serait distincte, alors je saurais exactement à quel neurone la douleur proviendrait, et ensuite je connaîtrais son cheminement de la neurone jusqu'à la moelle, jusqu'au cerveau, et pour Descartes, jusqu'à l'âme. Un exemple qui donnerait d'une idée qui serait complètement distincte, ce seront toutes les idées mathématiques. Bref, l'exemple de Descartes démontre bien ce que Descartes veut réfuter dans les fondements de la métaphysique, qui est son œuvre la plus importante, pourrait-on dire, en philosophie. Pour Descartes, les sens ne peuvent pas être le fondement de la connaissance, car elles sont oui claires, mais elles ne sont pas distinctes. En cela, il veut réfuter tout l'héritage aristotélicien qui mettait les sens au fondement de la connaissance. Pour Aristote et pour tous ses successeurs, la première chose dont on est sûr, ce sont les sens. Or, pour Descartes, dans les fondements de la métaphysique, il va retourner ça au complet. Pour lui, la seule chose qui est absolument indubitable, c'est le fait que j'existe indépendamment des sens. Ainsi, en conclusion, on peut bien voir que l'épistémologie de Descartes est complètement une épistémologie fondée sur une connaissance rationnelle et non sur une connaissance qui sera empirique. C'est-à-dire, empirique veut seulement renvoyer au fait que c'est le monde sensible. Donc, pour Descartes, notre connaissance, si elle veut être certaine, ne peut pas se reposer sur les données que le monde sensible nous donne. D'ailleurs, c'est la méthode moderne. Mais pour lui, la connaissance doit venir de nos abstractions et de toutes nos connaissances qu'on peut atteindre de manière a priori. Bon, voilà. J'ai terminé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours laisser un commentaire en bas et n'oubliez pas de laisser un like.